Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Bon matin diaspora, comme je vous l'annonçais, reçoit ce matin Ange Stéphane Totui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Fort bien, Madame Jenny Ediki. Je suis ravi de vous entendre ce matin. J'espère que votre expérience pourra servir à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, quelles sont vos origines, d'abord pour commencer, et quel est votre métier? Mes origines, belle question, parce que je dirais je suis d'origine africaine. Je préfère définir comme cela africaine, même si par rapport à mon père et ma mère, qui sont d'origine ivoirienne, je dirais africaine. Et mon métier, je suis chef d'entreprise élu de la République française en tant que conseiller municipal à la ville de Malakoff. Alors, Malakoff, c'est une ville, parlez-moi de cette ville-là, parce qu'on est écouté pas seulement en France, mais en Afrique et dans le reste du monde. D'accord. Malakoff, c'est une ville qui est en périphérie de Paris, qui est en Île-de-France, comme on le dit communément, dans le département du 92, dans les Hauts-de-Seine. C'est une ville qui compte à peu près 31 000 habitants et qui est aujourd'hui une ville, je dirais, de couleur de gauche, donc la NUPES en général. Vous êtes également président d'un parti? Tout à fait, le parti Douce France, qui est un parti qui se considère un peu centriste, mais je dirais qui est au-delà des clivages politiques et qui accepte tous les citoyens qui ont un rêve, un avenir pour la France et non simplement être dans la servitude des partis politiques. Donc le parti même Douce France ne veut pas forcément que ses militants soient à la servitude de ce parti, mais qu'ils doivent être à la servitude et au service de tout citoyen et de la République française. Quand est née Douce France? Elle est née en 2022, donc cette année, suite à l'observation de ce qui se passe dans la sphère politique et des besoins de chaque citoyen. Et j'ai fait cette analyse avec certaines personnes qui m'ont accompagné puisque j'ai essayé de tenter d'être candidat à la présidentielle. Et malheureusement, je n'ai pas eu toutes les signatures pour pouvoir me présenter au suffrage universel des citoyens. Donc, après cette observation et cette analyse, nous avons décidé de pouvoir monter un parti politique qui nous ressemble et qui nous rassemble. Un parti politique qui est ouvert à tous et qui donne la parole à tout citoyen afin de pouvoir s'exprimer librement et sans contrainte. Alors, donc, vous avez été candidat à la dernière présidentielle. Racontez-nous ce qui a été le plus dur pour vous en dehors d'obtenir les signatures. Le plus dur, c'est de convaincre déjà les citoyens qui doivent rejoindre mon écurie, donc mon équipe. Ce n'est pas forcément la population. Quand je dis convaincre les citoyens qui rejoignent mon écurie, désolé de balbutiner un peu, c'est que tout simplement, beaucoup ont dit un noir qui se présente, c'est pas sûr, hein, non, tu vas pas avoir les signatures. C'était ça déjà le premier frein. Parce que pour beaucoup, un noir doit être toujours là pour servir les autres et ne pas tenter de servir la communauté internationale comme nationale et surtout la communauté française. Parce que je rappelle avant tout que je veux servir la communauté française et non le communautarisme. Donc je ne suis pas là pour servir que les Noirs d'Afrique ou des Antilles, mais servir juste les Français simplement. Cela a posé problème. Beaucoup ont eu des doutes. Maintenant, quand on part vers certains caucasiens, donc ce que communément certaines personnes en Afrique appellent les Blancs, ces derniers étaient oui, on peut t'aider, oui, on peut avancer. Mais il faut plutôt, toi, demander à ta communauté venant d'Afrique, donc la diaspora, de venir plutôt nous soutenir et on va voir ce qu'on peut te donner. Et moi, c'était non. On est citoyen français, on n'est pas citoyen par entière, on est citoyen comme tout le monde. On doit pouvoir aussi se présenter au suffrage universel, à la fois que ce soit au niveau local, au niveau, je dirais, régional, même national et européen. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, je vais encore pousser ma communauté dite diasporique à s'impliquer dans la politique. Malheureusement, beaucoup sont encore dans le concept « je sais ce qui se passe en Afrique, mais je m'en fous de ce qui se passe en France. Je travaille, j'élève mes enfants et je m'intéresse à ce qui se passe en Afrique. » Et moi, je leur ai dit non. Il faut s'intéresser aussi à ce qui se passe en France, à s'impliquer dans la politique puisque la gestion commune nous appartient, puisque c'est notre avenir et c'est l'avenir de nos enfants qui se débat et qui se décide. Donc c'est pour ça que je dirais la difficulté, c'était de convaincre déjà
tout le monde, mais surtout ceux que je appellerais communautaires. Donc, avec ma communauté africaine, qui, eux, ne préféraient pas m'avoir en tant que guide ou leader, mais préféraient avoir des Caucasiens à ma place. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Je vais toujours le refaire, puisque j'ai pris cet engagement totalement en conformité avec mon état d'esprit, mes convictions, mais surtout avec l'accord et l'aval de mon épouse et de ma famille. Alors, 12 France, ça me fait penser à une chanson de Charles Trenet. Pourquoi ce nom? Mais quand vous prenez tout ce qu'on cherche à peser, tout ce qu'on cherche à aimer, tout ce qu'on cherche à chérir, c'est toujours dans la douceur. Et la France est une femme, est une république qui n'attend qu'une chose, que ses enfants puissent l'aimer, que ses enfants puissent vivre heureux et que la cohésion nationale et la citoyenneté soient défendues par tout le monde dans un seul langage, le langage républicain. Donc pourquoi je vais donner des noms qui ont consonance à diviser les Français? Je préfère avoir un nom qui rassemble les Français et qui leur donne envie de rêver encore une nouvelle fois. Parce qu'aujourd'hui, pour les Américains, on dit le rêve américain. Pour les autres pays, on parle de leur rêve. Mais à quand le rêve français? À quand l'identité française? Parce que la France n'est pas identitaire. Elle n'est pas monarque. Elle est étant républicaine. Donc, œuvrons tous à rassembler les Français. Œuvrons tous à rassembler nos enfants afin que l'avenir de la France ne se débatte pas que par une catégorie de population, mais par tout le monde. D'où la douce France. La douceur dans l'expression, l'apaisement et le rassemblement. Merci pour cette explication. Vous souhaitez réagir à une actualité? Votre voix compte. Réagissez sur le répondeur de la radio L'Afrique d'une seule voix au 00 336 65 02 12 83 ou 06 65 03 12 83. Je rappelle à nos auditeurs que je reçois ce matin Ange Stéphane Totui, qui est donc le président d'un parti qui s'appelle 12 France. Il est élu municipal également et son origine est africaine, même si son nom, Ange Stéphane Totui, est un nom issu de parents d'origine ivoirienne. Alors on continue avec le journal des diasporas africaines. Vous avez quitté votre pays d'origine par choix, nécessité ou accident? Peut-être que cette question n'est pas la bonne question à vous poser, semble-t-il. Si, c'est une bonne question à me poser parce que beaucoup auront à se dire mais pourquoi il est en France? Pourquoi il n'est pas en Afrique? Donc vous avez raison de me poser cette question parce que communément, on entend peut-être ma voix, vous avez rappelé mes origines, mais les gens vont se dire mais oui, d'accord, ses parents sont d'origine ivoirienne, d'origine africaine, mais qui viennent œuvrer en Afrique? Cette question, je l'ai eue pendant toute la campagne présidentielle. Je tiens à dire que je suis une enfance déjà par amour, mais surtout par accident aussi. Je rappelle que j'ai grandi, j'ai vécu en Afrique et aussi en Côte d'Ivoire. Malheureusement, en décembre 99, j'ai vécu un coup d'État. Ce coup d'État m'a fait que j'ai dû fuir cette terre d'origine pour venir dans ma nation qui est la France, puisque je suis français. Et donc, ce qui m'a permis de pouvoir réorienter ma vie et de me revoir mes engagements. J'aurais bien aimé rester en Afrique pour pouvoir aider les Africains, mais j'ai compris une chose. On peut aider les Africains quel que soit le lieu où on est. Quel que soit le lieu où on vit. La volonté est de pouvoir aider les citoyens. Que ce soit les citoyens du monde comme les citoyens de notre ville. Donc c'est pour ça que je dirais, oui, par attachement et conviction, par amour, mais aussi par accident. Le coup d'État de 1999, vous l'avez vécu comment? Dites-moi. Je l'ai vécu très mal. Très très mal. C'était un coup d'État qui a vraiment divisé les Ivoiriens. Je dirais dans le sens où les Ivoiriens n'étaient pas habitués à un coup d'État, n'étaient pas habitués à toute autre forme. Dans les années 80, ils ont été, on va dire, ils ont vécu un peu ce qu'on appelle le multipartisme. Dans les années 90, la mort d'Houphouët-Boigny,
l'institution de remplacement avec Bédié et ce coup d'État. Donc, ils n'étaient pas habitués. Sauf que moi, à travers cette manière de faire qui est ce coup d'État, je l'ai mal vécu du fait que mon père était le général Totu Marus, personnel, qui était le chef d'état-major des forces terrestres. Donc, qui dit force terrestre, état-major, dit c'est par lui qu'on commence. Et donc, ce coup d'État a commencé chez nous à domicile. Donc, j'ai encore des séquelles. Mais, je dirais, il m'a appris une chose qui est très forte. Il dit, on sait quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et la chose que tu dois apporter, c'est avoir le pardon et d'avancer à construire ta vie et ton avenir. Si tu vis dans le regret et dans l'amertume ou la vengeance, tu ne pourras jamais bâtir un royaume ni un édifice qui pourra porter tout le monde à avoir un espoir. Donc c'est pour ça que j'en veux à personne. Je pardonne même au bourreau, mais ça ne veut pas dire que j'oublie. Mais simplement, il faut avancer. Car le monde avance et il ne faut pas être dans le passé. Alors, je comprends mieux votre trajectoire, mais il n'y a pas eu que 1999, il y a eu d'autres événements douloureux que la Côte d'Ivoire a traversés. Quel est votre regard par rapport à ça? Vous savez, souvent tout changement se passe dans la douleur. Et cela va peut-être élever une certaine maturité et un engagement citoyen. Pourquoi je dis ça? C'est que je ne peux pas condamner ceux qui ont fait un coup d'État aujourd'hui. Je ne peux pas condamner les présidents qui sont suicidés et d'autres qui sont partis. Parce que comme je l'ai dit, j'ai pardonné. Donc mon regard, c'est plutôt, il ne doit plus avoir de sang qui coule dans ces pays. Vous voyez, il y a eu des coups d'État. On peut arrêter les personnes, on peut les mettre en prison, mais pas à vie. Qu'ils aient un jugement équitable et citoyen. Un jugement où on respecte le droit et le droit humain. Dès qu'on peut le faire, ça veut dire que la démocratie commence à être en marche et en route. Et lorsqu'il y a des diffusions de sang, lorsqu'il y a des pauvres citoyens qui sont tués, cela n'est pas honorable et déshonore, je dirais, l'Africain et l'Afrique en général. Parce que l'Africain et l'Afrique, c'est un pays d'hospitalité et c'est un continent d'hospitalité. Car chaque pays en Afrique se considère avant tout des frères. Des frères, comment? Quand je dis chaque pays se considère des frères, c'est que quand vous entendez tous les dirigeants africains, ainsi que la population africaine, le pays voisin est toujours, c'est le pays frère. Donc, vous voyez, donc pourquoi aujourd'hui allons-nous mettre des guerres, des divisions? Il faudrait réfléchir plutôt à se rassembler et à construire, à bâtir une nation forte à travers peut-être une Union africaine. On a vu certains présidents qui ont tenté cette expérience, mais qui ne sont pas allés loin. Mais ils ont créé, je dirais, cette maison qui est la maison de l'Union africaine, qui est là-bas à Addis Abeba, qui gère un peu le consensus comme nous ici avec l'Union européenne. Mais c'est à creuser encore ce travail pour que l'autonomie de l'Afrique soit prise par les Africains. Maintenant, je parle du fait que dans mon programme, c'était de pouvoir travailler main dans la main avec les pays africains, donc avec le continent africain, sans pouvoir m'ingérer dans leur gestion interne. Parce que je le dis du fait que aujourd'hui, beaucoup prêtent allégeance à la France et à l'Europe, on va dire à l'Occident en général. D'autres disent qu'ils ne veulent plus voir l'Occident et la France sur le territoire africain, et lorsque ça va mal, ils appellent au secours, la France et l'Occident à venir en aide. Mais revoyons le concept, revoyons cette manière de fonctionner, afin que les coups d'État ne puissent plus avoir lieu. Parce que souvent, derrière les coups d'État, il y a certes souvent la population, mais derrière, souvent, il y a des intérêts économiques qui poussent à ce désastre démocratique et humain. C'est pourquoi je ne suis pas pour les coups d'État. Et donc, à l'issue de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et tous ces changements non démocratiques qu'il y a eu, je trouve que c'est dommage pour la vision et le message que Feu Houphouët-Boigny disait, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Faisons en sorte de ne jamais perdre cette paix et rassemblons toujours les enfants
d'un territoire et d'un pays. Donc, quand vous entendez ces mots de sagesse, ça vous fait mal de voir qu'aujourd'hui, certaines personnes de la Côte d'Ivoire sont obligées de vivre en exil. D'autres sont là encore avec, je dirais, la rancœur dans le cœur parce qu'ils ont perdu des proches ou ils ont tout perdu au niveau de leurs biens. Et cela n'est pas bien pour le dialogue et la réconciliation et bâtir une Afrique ou un pays qui se sent libre et qui peut s'assumer. C'était ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé après les autres coups d'État et pourquoi cela n'est pas efficace et pourquoi je ne vais pas juger ni condamner ces différents dirigeants qui ont participé de près ou de loin. Je préfère que les Ivoiriennes et les Ivoiriens tournent la page, avancent ensemble pour rebâtir ce beau pays qui est toujours, et même actuellement, même si on a certains regrets pour ça, pour certaines choses, on dirait toujours une locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'espère que ce message va arriver aux oreilles des autorités, de la population et de tout le monde. Travailler main dans la main pour bâtir l'avenir de ce pays et laisser les rancœurs, laisser les vengeances, laisser la justice des vainqueurs aux autres. Travailler plutôt dans bâtir un pays sur des valeurs sûres qui est la paix. Bonjour, Christian Lévry, conseiller artistique, merchandiser, voire manager, qui a sillonné depuis plus de 20 ans les salles de spectacle les plus mythiques du monde. Du Stade de France au Palais de la Culture d'Abidjan, aux côtés de Michael Jackson, Céline Dion, les Rolling Stones, Madonna, Johnny Hallyday, Neway et j'en passe. Votre émission Stylizing vous fera voyager tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h à 13h dans les coulisses du showbiz, avec des invités illustres. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Ange Stéphane Totu est mon invité. Bon matin, Diaspora. Quelle a été votre première réaction quand vous êtes arrivé de la Côte d'Ivoire en France? Tout dépend de quelle époque, parce que vu que je suis dès le départ, dès la naissance ici, et que oui, je vois... C'est une drôle de question. Tout à fait. Donc, je vois, je dirais dans ce prisme, je vois pas trop de différence pour moi. C'est une continuité. La France, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Les pays africains sont des pays que j'aime et que je pratique. Donc, pourquoi avoir une différence? La seule différenciation que j'ai, c'est plutôt dans l'humanisme qu'on voit à travers ces deux prismes. En Afrique, quand on arrive, on est accueilli, on a facilement accès à tout le monde. Ici, on vit un peu plus dans l'individualisme. Donc ce côté, je dirais, rassembleur traditionnel, on ne le retrouve plus. Et on ne le retrouve pas. Peut-être ça existait à une époque, mais je suis encore jeune. Donc je ne peux pas dire que je vois cela, mais maintenant on ne trouve pas. Et quand on voit ces politiques qui se mettent en place pour pouvoir ériger des murs visibles et invisibles sur l'immigration, sur les échanges de coopération, cela me meurtre un peu au niveau de ma manière, de mon concept de vie et de vision. Parce que quand vous arrivez en Afrique, ils peuvent se chambrer entre eux pour dire oui, telle personne, oui, allez, je suis plus développé que toi, oui, j'ai ceci ou autre, mais ils restent toujours fidèles entre eux et ils s'entendent. Mais ici en France, c'est plutôt d'un côté les blancs, d'un côté les noirs, d'un côté les asiatiques et d'un côté les maghrébins ou les arabes. Et ça divise la population. Il faut plutôt rassembler cette population pour mettre en place, je dirais, des liens de coopération et établir un vrai pont entre l'Afrique et l'Europe, et en particulier l'Afrique et chaque pays qui a été, je dirais, un moment allié, puisque au niveau de la coopération économique ou même, je dirais, institutionnelle, il y a certains pays qui travaillent directement avec les pays africains, dont les pays francophones, lusophones ou anglophones. Donc pourquoi ne pas établir des vraies relations de coopération comme
je dirais, l'Europe établit ses relations et coopérations avec la Chine ou les États-Unis ou la Russie. Donc, il faudrait revoir ça. Et donc, c'est ça mon regard quand je suis arrivé en Afrique et quand je suis aussi revenu en France, c'est ce que je voyais. C'est ce que j'ai ressenti. C'est qu'on ne retrouve pas cette fraternité que la France veut chérir en disant je dirais dans... Liberté, égalité, fraternité? Tout à fait. Dans son emblème de républicain, liberté, égalité, fraternité, on ne retrouve pas cette fraternité. Cette liberté est, je dirais, éphémère et hypothétique. Donc c'est pour ça que je me dis, en Afrique, qu'on soit riche ou pauvre ou autre, là-bas, eux, c'est d'abord, je veux vivre, je veux chercher de quoi manger, nourrir ma famille, éduquer mes enfants comme je veux par rapport à soit l'éducation moderne ou l'éducation traditionnelle à travers des castes. C'est beau à voir ça. Et n'oublions pas, hein, quel que soit ce qu'on veut dire, sauf si les livres d'histoire ou de géographie nous ont menti, on dit bien l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, qu'on soit caucasien ou asiatique, tout, on a sa part d'Afrique en nous, donc qui fait qu'on se ressent bien quand on arrive sur le continent africain. Entrepreneuse dans l'âme depuis une quinzaine d'années, voyageuse infatigable depuis autant d'années, je m'appelle Zara Elberber et je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans mon émission Zara and Connect où nous découvrirons ensemble comment voyager et en faire une source de revenus. Et ceci grâce à une plateforme privée. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui permet de voyager intelligemment. À très vite. Considérez-vous jouer un rôle important ici en France pour votre pays d'origine? Je joue un rôle important ici en France puisque, comme je l'ai dit, je suis élu de la République. Jouer un rôle important pour mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire et le continent d'origine qui est l'Afrique, je dirais, oui, j'essaye de faire ce que je peux. Mais un seul homme ne peut pas faire tout. Il faut déjà que tout le monde puisse participer. Mais tout dépend de la manière dont on prend son engagement. Moi, je prends mon engagement pour tout citoyen. Je ne regarde pas la couleur ni l'origine. J'essaie de valoriser la France aux yeux de tout le monde, mais tout en remettant le rapport égalitaire de gestion et de coopération de l'international. Aujourd'hui, les anciens dirigeants ont plutôt travaillé dans une histoire de France-Afrique, de donneur et de l'autre qui reçoit. Moi, je voudrais plutôt que ça soit plutôt pas de donneur ou celui qui vient prendre, mais de coopération. Tous ceux qui sont d'origine africaine, qui peuvent apporter une pierre à l'édifice, qui travaillent dans l'administration, qui œuvrent dans l'administration, qui représentent la France en Afrique, pour que ces derniers puissent, avec l'éducation qu'ils ont et qu'ils ont reçue, savoir les besoins de l'Afrique et travailler main dans la main avec les Africains. Et aussi pouvoir dire, je suis français, je sais les besoins qu'on a ici et qu'on puisse travailler ensemble. Mais lorsqu'on a en face de nous certaines personnes qui sont caucasiennes, qui n'ont pas vraiment la visibilité, je dirais, des besoins de certains Africains, viennent plutôt en maître, en conquérant. Et moi, c'est pas ça ma conception. Ma conception, c'est de travailler main dans la main. C'est des anciennes colonies. Et comme je l'ai dit, souvent, c'est certains détracteurs qui disent, oui, t'es pas français, rentre chez toi, quand ça veut dénigrer. Je dis, oui, mais quand vous avez colonisé tous ces pays africains, ils étaient bien français. Parce que quand on prend même certaines monnaies, comme le CFA, tout autre, c'est bien colonie française, hein. Donc d'Afrique. Donc ce qui veut dire que c'est toujours le royaume français qui continue là-bas jusqu'à ce que ça devienne une république avec encore des territoires. Et c'est une majorité de ces pays ont eu l'indépendance dans les années 60. Donc ce qui veut dire qu'ils avaient encore l'Égypte et le sang et les convictions de la République française. Donc aujourd'hui, nous devons penser et travailler ce lien
que nous avons eu, même si c'est un lien douloureux pour l'Afrique, mais c'est quand même un lien d'affection et de coopération qui doit pousser encore plus à travailler dans ce sens. Sinon, même les détracteurs africains qui me disent, oui, on n'est pas panafricanistes, on a ceci, je dis oui, mais donc si ça retournait plutôt avant les colonisations, avec tout ce qui existait, avec tous ces royaumes qu'il y avait, le royaume du Ghana et tout, qui avait refonctionné dessus, le royaume Zoulou, tout, refonctionné dessus. On ne peut pas, le monde a avancé. Avançons. Regardons plutôt dans la lunette les jumelles de l'avenir, tout en ayant le petit rétroviseur du passé, qui nous rappelle d'où on vient. Mais arrêtons de vouloir aller dans le futur en regardant dans un gros miroir du passé pour dire oui, il faut que l'Europe, la France ou autres paye cette dette coloniale, paye. D'accord, donc ressusciter tous ceux qui ont œuvré à cette fameuse dette pour pouvoir vous enquérir de cette dette. Non, aujourd'hui, ceux qui sont là peuvent être tributaires de cette dette, mais d'une autre manière. Cette manière, c'est de pouvoir leur dire, peut-être c'est la méconnaissance, peut-être c'est votre côté d'esprit conquérant qui a dû clouer et retarder l'Afrique. Mais si on travaille ensemble, et si on repense la France d'aujourd'hui et l'Afrique d'aujourd'hui, voire l'Europe d'aujourd'hui, on aura une efficacité, une nouvelle manière de voir, et l'Afrique pourra apporter beaucoup à l'Occident, dont à la France, à travers tout ce qui est matière première, tout ce qui est main-d'œuvre, tout ce qui est, on va dire, le côté même culturel. On peut revoir tout ça. Donc les réparations concernant la traite négrière, l'esclavage, il faut en faire table rase? Il faut en faire table rase puisque ça nous fait perdre du temps aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, ça peut heurter beaucoup d'Africains, peut-être beaucoup de pessimistes ou je dirais de personnes qui sont engagées là-dedans, mais dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui on a, je dirais, une évaluation de ce qu'a souffert, on va dire, un être humain? On peut évaluer ça? Donc si on évalue, c'est qu'on évalue une vie. Toutes ces vies on va dire qu'on a perdues dans l'océan. Toutes ces vies qu'on a perdues sur les territoires africains, sur les territoires américains, français, européens. On a une valeur derrière? On n'a pas de valeur. Donc on va donner un chiffre. Ce chiffre, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, un peu hypocrite, imaginons que je dis oui, bon, une vie, aujourd'hui, pour le nombre de vies qu'on a, c'est à peu près 2 ou 5 millions par rapport à chaque individu tué. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 millions va dire oui, je paye combien de vies et je les tue et j'ai le droit de le faire puisqu'on a mis une valeur. Arrêtons. Arrêtons. Certes, l'Europe s'est enrichie sur l'Afrique, mais à nous de travailler. Et ça continue. Mais ça continue, d'où il faut revoir. Moi, là, j'aurai bientôt un débat que je vais lancer, que je vais encore établir. C'est quand je vois qu'on demande, oui, voilà, la France doit revoir sa manière de travailler avec les autres pays. Mais les Français ne viennent pas pour s'installer dans les pays avec des armes. Ils viennent, ils disent, oui, ok, j'ai vu tel dirigeant, oui, on est prêt à t'aider pour bien diriger ton pays, tout ça. Ouvre-nous un point de coopération. On vient avec des entreprises dans les déplacements officiels des présidents. Il y a plein d'entreprises qui viennent signer des contrats. Oui, ils viennent signer des contrats, mais ils viennent aussi avec beaucoup de mépris. Oui, mais quand ils viennent signer ces contrats, dites-moi, c'est avec qui ils viennent signer? C'est bien avec les dirigeants de ce pays. Donc, c'est aux dirigeants de ce pays de mettre des conditions. Combien de présidents africains sont venus en visite officielle en France et qui ont signé des contrats avec des entreprises, disons avec l'État français, ici sur le territoire français, avec des entreprises? Ou bien en Afrique, il n'y a pas d'entreprise avec des dirigeants africains? C'est une question. Parce que, regardez-moi, par exemple, la Chine. Quand le dirigeant chinois va dans un autre pays, il va aussi avec ses entreprises. Et il essaie de mettre ses entreprises dans ces pays. Mais pourquoi l'Afrique, les dirigeants africains, quand ils viennent en France ou en Belgique ou en Suisse ou autre, dans les autres pays européens, voire aux États-Unis, ne vont pas avec leur entreprise pour dire oui, on viendra construire aussi vos mines ou bien mettre des tuyaux ou bien faire, je dirais, de la maçonnerie ou bien je sais pas quoi dans vos pays. Mais c'est toujours l'Occident qui va le faire en Afrique. Tout le monde va en Afrique, visite officielle tel chef d'État, que ce soit le chef d'État Erdogan, tout, oui, il arrive avec des entreprises, quelques mallettes,
on est prêt à investir là, on est prêt à vous donner des crédits, mais il faut aussi l'Afrique le fasse. Je l'ai plusieurs fois dit à certains dirigeants quand je les rencontre, je dis oui, vous voulez qu'on paye la dette coloniale, d'accord, mais juste, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas à peu près 1 milliard d'euros pour pouvoir construire vous-même vos propres pipelines pour le pétrole, vos propres mines, usines ou mines pour extraire l'or ou le diamant. Vous avez tout cet argent, pourquoi vous ne le faites pas? Et vous laissez les entreprises occidentales venir s'installer sur vos territoires et le faire. Et demain, quand ils maltraitent votre population, ce n'est pas vous qui criez, mais c'est la population qui crie au loup. Ces dirigeants qui viennent, ils viennent avec du mépris, ils viennent nous rendre encore en esclavage. Non, ce n'est pas eux, c'est vous qui les rendez en esclavage. Parce que si vous investissez dans votre pays, ces dirigeants n'ont pas besoin de venir pour pouvoir le faire. Ils vont plutôt travailler en coopération. Dites-moi le nombre de dirigeants africains qui se soignent dans leur pays en Afrique. Pas beaucoup, effectivement. Voilà. Dites-moi le nombre de présidents africains qui consomment l'eau du robinet en Afrique. Oui. Montrez-moi le nombre de présidents africains qui prennent des vacances chez eux en Afrique. Voilà. Tous leurs enfants fréquentent où? Dans quelle université en Afrique? Ils sont tous ici en Europe, dans l'Occident, ou en Amérique ou autre. Voilà aussi une réalité. C'est le bas peuple qui pleure. C'est le bas peuple qui se bat. Moi, je dis ça parce que quand je vois cette injustice, demain, les gens s'attaquent aux Français. Mais n'oubliez pas une chose, les Français ne sont pas que blancs. Il y a nous aussi qui sommes dedans. Ceux que certains appellent diaspora, on est aussi Français. Donc c'est contre nous aussi que vous vous battez. Alors justement, à la suite de la question Ange-Stéphane Totui, et celle-ci, elle peut paraître incongrue, mais je vais quand même vous la poser. Si vous deviez rentrer définitivement dans votre pays d'origine, dans le pays de vos parents, donc la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous ramèneriez avec vous? Je dirais, mon objectif n'est pas de rentrer en Côte d'Ivoire, mais je vais aller en faisant, on va dire, une fiction. Oui, je rentre demain en Côte d'Ivoire. Je vais aller avec toutes mes connaissances, puisque, comme on le dit, lorsque je transmets ma connaissance à quelqu'un, je suis toujours riche et cette personne s'enrichit. Mais si je lui donne de l'argent, je deviens pauvre et elle s'enrichit. Donc j'irai avec mes connaissances. J'irai avec mes méthodes. J'irai avec tout ce qui fait de moi Stéphane Totui. Tout ce qui permettra de construire ces pays. Mais je mettrai aussi de la rigueur. Je vais aller en Côte d'Ivoire, déjà qui est développée, mais en amplifiant encore plein de choses là-bas. En mettant un nouveau regard de coopération avec l'international. En poussant ces jeunes à entreprendre. Parce qu'il y a quelque chose que Fofobani a toujours dit, l'essor de ce pays repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'agriculture, je dirais, passe au second, voire au troisième rang. Je prends par exemple le Cameroun qui commence à revenir aussi sur ce pan en disant je prends l'agriculture en main. On a tous besoin de manger. Et l'Occident a besoin de ses produits. Le sous-sol n'entraîne et n'engendre que toujours des querelles, des bagarres, des divisions. Des guerres. Des guerres. Et donc si on veut contrôler ce sous-sol, c'est d'être nous-mêmes nos propres propriétaires de ce sous-sol. Donc de construire nous-mêmes nos propres pipelines, nos propres raffineries, nos propres mines d'or ou de diamant, de bauxite, de nickel, et de pouvoir gérer. On peut embaucher les Occidentaux à venir travailler, mais c'est à nous de le gérer. Là, oui, on peut décider. On l'a vu, hein, certains pays étaient vraiment, même des déserts, ça n'existait presque pas. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, tout. Mais avec leurs propres mines et autres qu'ils gèrent eux-mêmes, ils en vivent. Ils développent leur pays. Donc c'est ça aussi. Et moi, si je pars, c'est cette vision. Je n'irai pas pour dire oui, j'arrive pour pouvoir être ministre ou président obligatoirement ou député, parce qu'une grosse majorité des diasporas, c'est ça. Quand tu veux l'aller, c'est ça.
ou bien ils disent oui, voilà, il faut venir faire des affaires. Ils viennent faire souvent des affaires et eux-mêmes deviennent plus esclavagistes que les Caucasiens qui étaient là. Donc, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, dans le monde entier, comme ici en France, il y a beaucoup de diasporas que je connais qui travaillent très bien, qui essaient d'orienter beaucoup de frères d'origine africaine à s'impliquer dans l'essor économique, médical, on va dire santé, et même environnemental en Afrique. Et ça, je salue cela, leur engagement et leur manière de faire. Et ces derniers aussi, je les invite à m'aider ici en France à pouvoir prendre les rênes de ce pays et à diriger autrement notre pays, la France, et de pouvoir mettre ce lien fort qui nous lie avec l'Afrique plus en avant. Donc c'est vraiment mes ambitions et mon objectif, d'où cette vision de dire, je fais une fiction en disant si je rentre, mais je ne vais pas rentrer puisque je vais être ici, mais j'irai souvent en Afrique parce que j'aime bien, comme je l'ai dit, retourner sur ce territoire africain qui m'a vu aussi naître et qui m'a vu aussi un peu grandir. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Pour terminer, Ange Stéphane Totui, quel message aujourd'hui vous adressez à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, aux diasporas et à la France, votre pays? Aux diasporas, je leur dirais déjà, impliquez-vous dans toutes les lignes, dans toutes les activités, dans toutes les phases du quotidien. Vous êtes l'essence même de l'économie française. Tous les boulots, tous les petits boulots comme certains le disent, tous les grands boulots, c'est vous. Souvent, je vous appelle les travailleurs de 4 heures du matin, parce que vous êtes à 4 heures du matin sur pied pour aller travailler, pour aller entretenir les bureaux, les espaces de travail, pour maintenir la sécurité de toute infrastructure ici en France et en Europe, pour permettre à nourrir la France, pour permettre à ce que l'économie française fonctionne et tourne. Vous êtes aussi aux cheveux de tous les citoyens français, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les crèches, les écoles, l'administration. Vous êtes même là quand il faut aider à pleurer les morts, puisque vous travaillez aussi dans les cimetières, dans les funérariums. Vous êtes vraiment l'essence même de la République. Toute cette expérience que vous avez, c'est à vous aussi de transmettre. Ce n'est pas aux Caucasiens de le transmettre. C'est à vous aussi de transmettre. C'est à vous de créer des réseaux de formation pour former vos jeunes frères, vos jeunes sœurs en Afrique. C'est à vous de pouvoir leur permettre d'avoir un certain niveau d'éducation. Je dirais plutôt d'instruction, parce que l'éducation appartient aux parents, mais d'instruction, afin de pouvoir relever les manches et bâtir l'Afrique. Ce n'est pas à l'Occident ni au reste du monde de bâtir l'Afrique. C'est aux Africains de se prendre en charge, de bâtir eux-mêmes l'Afrique dont ils rêvent. Comme moi, je veux bâtir la France que je rêve. La diaspora apporte beaucoup d'argent en Afrique, mais n'apporte pas beaucoup de connaissances à l'Afrique. C'est de revoir cela et de revoir ce système. Ici, c'est aussi de s'impliquer dans le domaine politique, parce que vous n'impliquez pas dans le domaine politique. Le nombre d'élus sur les doigts de main, on les compte sur les doigts des mains. Et quand on a des exceptions qui arrivent à l'Assemblée, au Sénat, ou même dans des postes, on est tous contents, ouais, on se revendique de cette personne. C'est très beau d'avoir des modèles. Mais quand on a des modèles, c'est de vouloir aussi les ressembler, d'aller vers eux. Et d'œuvrer à être proche d'eux.
Donc, je vous invite à vous impliquer politiquement, associativement, et de bâtir la France qui pourra bâtir l'Europe de demain qui va bâtir l'Afrique avec les Africains. À ceux qui sont investisseurs, qui ont de l'argent ou qui veulent mettre des fonds pour investir en Afrique, cette diaspora, il ne faut plus investir dans un seul domaine alimentaire ou de santé ou souvent social, mais œuvrer à construire des industries, à construire des grands champs et autres en coopérative pour mettre à la disposition des Africains du développement. Aux dirigeants africains, battez-vous. Battez-vous pour l'autonomie de votre pays, pour l'indépendance si chèrement acquise par vos pères auparavant, par vos ancêtres. Battez-vous pour que vos populations arrêtent de mourir dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique parce qu'ils souhaitent venir dans l'Eldorado européen qui n'est pas un Eldorado pour eux. On les voit ici dans la capitale française, dormir dans la rue, manger dans l'arrière-boutique ou dans les rues. On ne veut plus voir ça. Donnez l'exemple à vos populations en vous soignant dans vos hôpitaux. Quand vous allez voir qu'il manque des éléments, vous allez encore plus travailler à fournir ces éléments pour qu'on soigne mieux vos populations. Les médecins font des boulots formidables avec très peu de moyens. Aidez-les à faire vraiment leur œuvre pour laquelle ils ont vraiment souscrit et prêté serment. Arrêtez de vous diviser entre vous. Travaillez en fonction des compétences des pays et des richesses qui existent dans ces pays pour enrichir toute l'Afrique. Car quand on vit bien, on n'a pas envie de fuir. Si beaucoup d'Africains fuient, c'est souvent à cause de la misère, de la santé, des guerres que vous créez. Donc, mon message aujourd'hui, ce conseil que je donnerai à tous les Africains là-bas, ne fuyez pas vos pays. Vous êtes dans le paradis. Vous êtes au paradis terrestre. Même si certains veulent venir vous enlever le pain de la bouche, battez-vous, conservez ce pain. Au lieu de fuir, de le laisser à d'autres qui vont mal entretenir. Car, pour avoir lu des histoires africaines, comme les Sundiata et autres, ils n'ont pas laissé certaines personnes venir leur enlever le pain de la bouche, mais leur prendre la vie pour laisser les terres aux Africains. Donc, ma très chère Eugénie, c'est ce mot que je l'ai dit. La bataille se fait pas seule, se fait ensemble. Et faisons une bataille sans armes. Avec notre intellect et nos mains, pour bâtir cette Afrique et mettre un pont de coopération avec le reste du monde. Car, on le dit bien, tout être humain n'est libre devant tous et toutes, mais devient esclave par rapport à la civilisation, car il prend des habitudes qui l'embourgeoisent. Merci Ange Stéphane Totui pour cet entretien dans le journal des diasporas africaines. À très bientôt sur l'Afrique d'une seule voix. Merci à vous et j'espère que j'ai pu parler librement et que certains vont comprendre mon message et que ça ne sera pas un message plutôt de haine, mais plutôt d'apaisement et de rassemblement. Et le Parti Douce France reste à la disposition aussi de tous citoyens, tout comme moi, je reste à votre disposition s'il y a d'autres entretiens. Le téléphone pour réagir aux propos de Ange Stéphane Totui, si vous êtes à l'étranger, vous composez le 00 336 65 02 12 83 et pour vous qui êtes en France, 06 65 02 12 83. Merci et à la prochaine. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui honore nos traditions. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui n'a pas peur de s'engager. Vous écoutez l'Afrique
d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix.